Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est dans l'air en direct. C'est une opération spectaculaire qui a été menée la nuit dernière. Les États-Unis ont décidé de frapper le Venezuela. Amor. Des frappes sur des installations militaires, disent les Américains, mais les autorités vénézuéliennes, elles, parlent aussi de zones résidentielles, de victimes civiles. Certains ont été blessés et d'autres tués lors de cette attaque terroriste criminelle, menée de la manière la plus lâche, avec préméditation et malice, profitant de la nuit pour souiller le peuple vénézuélien. L'objectif de cette opération est clair, la capture et l'exfiltration du président Nicolás Maduro et de son épouse, enlèvement révélé par Donald Trump lui-même. Maduro va être traduit devant la justice américaine et devra répondre d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. Quel avenir immédiat alors pour le Venezuela? Des réactions occidentales timides qui appellent au respect du droit international. Du côté de Moscou, alliés vénézuéliens, on exige la libération immédiate du président Maduro. Pourquoi les Américains ont-ils osé une telle opération? Le droit international est-il mort au profit de la loi du plus fort? Enlèvement du président vénézuélien, le dernier coup de Trump. C'est le titre de l'émission de ce soir. Sachez que depuis chez vous, vous pouvez réagir, poser vos questions par SMS, Internet et les réseaux sociaux. Et pour nous aider à tout comprendre sur ce plateau, à mes côtés, Anthony Bélanger, éditorialiste France Info Télé, spécialiste des questions internationales. Laurie Kenton, vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université Versailles-Saint-Quentin et auteur de Rock'n'Roll Trip, la route 66 en musique aux éditions hors collection. Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine. Votre livre, L'art de Trumper, est publié aux éditions du Rocher. Et Anne Désine, vous êtes juriste, américaniste et auteur de Les juges contre l'Amérique, publié aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci d'être là. On va commencer par cette photo qui vient d'être publiée par Donald Trump lui-même, cette photo de Nicolás Maduro, où on le voit visiblement en trajet, c'est le moment d'exfiltration. Vos réactions d'abord? D'abord, elle ressemble beaucoup à la photo qu'avait diffusée en 1989 les États-Unis au moment où ils avaient justement fait exactement le même type d'opération en Panama, où ils avaient enlevé le président Noriega à l'époque pour le ramener aux États-Unis, l'accusé de corruption, de narcotrafic et de terrorisme. Il s'est rendu un 3 janvier, voilà. Exactement donc, comme aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de le souligner? Parce qu'on est exactement dans une séquence que Donald Trump veut répéter quand il dit « Make America Great Again ». C'est un slogan reaganien. C'est-à-dire, c'est un slogan inventé par Ronald Reagan. C'est un retour aux années Reagan qu'il veut, et notamment sur la façon dont il traite l'Amérique latine. Les années Reagan, ce sont des années d'extrême intervention des États-Unis en Amérique latine, et c'est aussi ces années où l'Empire américain n'était surtout pas contesté dans son arrière-cour sud-américaine. Donc là, on a une correspondance parfaite entre ce qui s'est passé en 1989, encore une fois, ce même type d'intervention. Des commandos sont allés récupérer un président qui ne répondait plus aux sollicitations des États-Unis et qu'il était accusé de narcotrafic, ce qui d'ailleurs était vrai. Et aujourd'hui, c'est Nicolás Maduro qui passe par la case prison. C'est l'histoire qui se répète. On a tous été surpris ce matin quand on a appris cet enlèvement du président vénézuélien. Je mets tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce qu'on assiste à un coup d'État ? Techniquement, on enlève le président d'un État, mais c'est pas un président légitime. Donc après, il y a toute cette question qui se pose, est-ce que c'est un coup d'État quand le président n'est pas légitime? Il y a une intervention extérieure, donc il y a une violation de la souveraineté d'un État. Bon, mais il y a cette zone grise... Voilà, pas grand monde qui, à part les Russes, qui... Les réactions, on va en parler, des réactions internationales qui sont effectivement... on sent l'embarras, notamment du côté des pays occidentaux. Anne Désine, est-ce que c'est un coup d'État? Alors sur le plan du droit, c'est une violation du droit interne et c'est une violation du droit international. Alors bien sûr, on peut enrober parce que le président n'était plus légitime. Si on regarde Fox News, ils en sont déjà à parler du jugement de Maduro, parce qu'il y a eu l'inculpation en 2020, etc. Mais quand même, en droit interne, il y a eu des frappes, mais généralement c'était des frappes sur des terroristes comme Ben Laden. Là, on a franchi quand même, c'est un président, même s'il n'est pas légitime, il est en place, mais surtout sur le plan du droit international, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Les pays sont souverains, on ne peut pas juste aller chercher quelqu'un pour le ramener devant ces tribunaux. Très théoriquement, il y a quelque chose qui s'appelle les notices rouges d'Interpol qui permettent de demander au pays de récupérer la personne
et de l'envoyer vers les tribunaux. C'est très encadré, c'est ce que vous voulez dire. Oui, théoriquement, il y a des règles. Et là, il y avait un éditorial du New York Times qui dit que c'est vraiment illégal et qu'en plus, c'est très mauvais pour les États-Unis, que ça va complètement déstabiliser la région, en termes de violence également, que ça va augmenter les souffrances du peuple du Venezuela et que pour l'image et la position des États-Unis au plan international, c'est pas bon du tout. Et n'oublions pas le mauvais exemple. Les méchants vont se dire si on peut juste envoyer des troupes pour aller chercher Pierre et Paul, faisons-le nous aussi. Anne Toulouse, quand même, depuis ce matin, on a un Donald Trump qui se vante, qui vante cette opération éclair, qui s'est très très bien déroulée. Concrètement, comment on fait pour aller effectivement enlever un chef d'État étranger en bombardant, parce qu'effectivement il y a eu des frappes, le pays, Caracas, la capitale. On peut dire que c'est une belle opération. Oui, alors moi je ne sais pas comment on fait parce que je ne suis pas militaire, mais ça montre que les militaires américains savent très bien comment ils font parce que ça a été une opération sans bavure et qui permet de présenter cela non pas comme une opération terrestre en terre étrangère, mais simplement un moment de distraction pour enlever quelqu'un dont il faut quand même rappeler qu'il était recherché par la justice américaine. Il avait sur la tête des primes qui ont été de 15 millions de dollars sous le premier mandat de Donald Trump. Ensuite, Joe Biden a fait monter, ce qui prouve qu'il y avait quand même une certaine collusion politique là-dessus, a fait monter à 25 millions et Donald Trump a carrément doublé. Donc c'est l'opération, cet homme était recherché par la justice américaine. D'ailleurs, il y avait plusieurs chefs d'inculpation contre des co-conspirateurs qui ont été jugés par un tribunal à New York, qui ont été condamnés à des peines de prison à vie. C'est simplement vis-à-vis, si vous voulez, de la justification de Donald Trump, l'application d'une décision de justice, et on ne pouvait pas imaginer quand même que Maduro allait se présenter tout seul devant le tribunal pour... Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les primes montrent qu'il y a quand même eu des complicités intérieures, que quelqu'un a touché de l'argent, parce que tel que c'est raconté par Donald Trump, il était quand même à côté d'un bunker, il n'a même pas eu le temps d'aller dans un bunker, on l'a saisi chez lui dans son lit avec sa femme au milieu de la nuit, il y a forcément quelqu'un qui va toucher les 50 millions de dollars, même plusieurs personnes. Il y a dû avoir des complicités au sol. Évidemment, pour plein de raisons on détaillera, mais il n'y a aucun moyen que les États-Unis puissent être allés directement auprès à Maduro, enfin directement à Maduro, sans avoir des indicateurs sur place, sans qu'on lui dise vous prenez la troisième à droite et vous tournez au feu rouge, c'est là que vous le trouverez. Parce que Maduro, d'abord d'une part, contrairement à ce qu'on peut imaginer, était mort de trouille depuis maintenant plus de 4 mois, qu'il passait son temps à changer de domicile. Oui, parce que ça fait un petit moment que c'est tendu entre les deux. Voilà, et Maduro, c'est pas Allende, c'est pas les armes à la main, on attend le coup d'État. Non, c'est un pleutre, tout le monde le sait, et donc il a passé son temps. Il avait une garde prétorienne qui était une garde prétorienne cubaine. Il faisait même pas confiance à ses propres militaires, et donc il a été. Comme il avait raison. Et comme il avait raison, il a été cueilli comme une petite fleur au printemps, probablement par des renseignements internes et des complicités au Venezuela. Il y a un grand nombre de personnes, y compris au sein du régime, qui voulaient se débarrasser de ce régime. On se demande tous comment c'est possible d'aller chercher un chef d'État étranger, effectivement dans sa résidence, de l'enlever, de l'exfiltrer du pays. Mais écoutez, Donald Trump, il donne les détails de l'opération. Toutes les capacités militaires du Venezuela ont été neutralisées par les hommes et les femmes de l'armée américaine, aux côtés des forces de l'ordre, et ils ont capturé avec succès Nicolás Maduro au cœur de la nuit. C'était très sombre. Les lumières de Caracas ont été éteintes grâce à des expertises que nous avons. Il faisait sombre et ça a été mortel. Ils ont agi dans la nuit et ils ont plongé Caracas tout simplement dans l'obscurité, dans le noir. Il y avait quand même un petit savoir-faire de l'armée américaine, de la CIA et de ces gens-là. Ils savent faire quand même. Donc c'est quelque chose qui était prévu depuis un certain temps et ça a été reporté plusieurs fois parce qu'il y a eu des frappes au Nigeria. Ensuite, il y avait des problèmes météo. Et donc, en fait, l'autorisation, elle a été donnée par Trump mi-décembre. Donc, ça fait des semaines que c'est en gestation. L'attraper au départ à Noël. Il y avait plusieurs plans, et notamment, il y avait des sorties de pistes qui étaient prévues. Il y avait
des accords qui avaient été donnés à Maduro pour qu'il se rende, pour qu'il y ait une sortie négociée. Il a refusé il a pensé peut-être que Trump parlait beaucoup mais agissait peu. Là, on a la démonstration que pas toujours. Et donc, voilà, c'était un petit peu le dernier plan. S'il ne se rend pas, on va aller le chercher. Mais pourtant, jeudi, on a quand même entendu Nicolas Maduro dire je suis disponible pour discuter. Il a vendu. Ils ont discuté. Il a tout fait pour rester au pouvoir, y compris vendre son pays à l'encan. C'est-à-dire qu'il est allé voir les États-Unis, on l'a su par le New York Times, pour lui dire le pétrole, je vous le donne. Vous voulez discuter, vous voulez des hommes à moi pour pouvoir pour vider le marigot du narcotrafic, je vous le fais. Il a tout essayé de faire, mais ce que lui demandait Donald Trump, c'était de partir. Et ça, non, parce que mourir peut-être, mais rendre l'argent, jamais. Et donc, en fait, et d'ailleurs, les Américains ont voulu lui montrer à quel point ils étaient capables. Ils l'ont fait, parce que je rappelle quand même que Maria Corina Machado, une des leaders de l'opposition, qui vit en clandestinité depuis 16 mois, qui est une femme politique et qui a, si les élections avaient été normales en juillet 2024, c'est elle qui aurait été candidate et c'est elle qui aurait été élue présidente. Cette femme a été exfiltrée par les Américains sans que les Vénézuéliens ne voient rien. C'est vous dire à quel point ça ne sert à rien, un militaire vénézuélien. Et donc, en fait, vous avez Donald Trump, par cette exfiltration pour lui permettre d'aller chercher son prix Nobel de la paix à Oslo, a bien montré aux Vénézuéliens de quoi ils étaient capables. Sauf que, le président Maduro a refusé d'abandonner le pouvoir, tout simplement. Maduro et son épouse vont être traduits devant la justice américaine pour des accusations liées à la drogue et au terrorisme. Je vous lis les chefs d'accusation. Complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs, complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis. Est-ce que tout ça, ça tient la route ? Alors, on a à la fois le trafic de drogue, la possession d'armes. Et il semblerait qu'il y ait deux types de preuves, certains qui viennent des renseignements et d'autres qui viennent de l'agence, la DEA, de lutte contre la drogue. Parce qu'en fait, en fonction des preuves qu'ils auront, il va falloir convaincre... Alors, je ne sais pas à quel stade on est, je pense qu'il n'y a même pas d'inculpation par le grand jury. Donc il va falloir déjà convaincre le grand jury, mais ça généralement, sauf le grand jury qui n'a pas voulu inculper James Comey, le directeur du FBI, généralement ça se fait facilement. Mais c'est à la deuxième étape où il faudra là qu'un jury, comme nous en France, le jury décide de la culpabilité, alors sur un ou plusieurs des chefs de mise en accusation, généralement à l'unanimité, au-delà du doute raisonnable. Donc c'est compliqué, mais moi ce qui me gêne surtout, c'est qu'il dépense beaucoup d'argent. Il envoie 10 vaisseaux de guerre. Il y a 15 000 hommes de troupes pour aller chercher un narcotrafiquant. Simplement un autre qui était en prison, il le gracie. Donc où est la cohérence ? Vous parlez du président hondurien, l'ex-président hondurien qui lui a été vraiment convaincu de narcotrafic et qui était en prison effectivement pour 40 ans et convaincu par une cour américaine qui a fini par gracier. On est donc en train de vivre une journée historique, des frappes dans la nuit au Venezuela, le chef d'État et son épouse enlevés par les États-Unis. Le récit des événements avec Mathieu Lignot et Erwan Lignon. 2h du matin dans la nuit du Venezuela. Premières frappes américaines dans le pays, une opération militaire vient de commencer. Des hélicoptères des forces spéciales et des Marines américains survolent Caracas, la capitale. Le ministre de la Défense vénézuélien prend la parole à la télévision. Nous activons le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques et les systèmes d'armes pour la défense intégrale. Les Delta Force, des soldats d'élite américains, auraient capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro dans son sommeil avant de l'emmener avec sa femme sur un bateau de guerre. Selon Donald Trump à Fox News, l'opération est un succès éclair. J'ai tout regardé littéralement comme si c'était un show télé. Si vous avez vu la vitesse et la violence, ils utilisent ces termes de vitesse et de violence. C'était incroyable. Ces gars ont fait un boulot incroyable. Surprise et sidération dans les rues de Caracas. Les Vénézuéliens se réveillent dans l'incertitude.
Il n'aurait pas dû l'enlever car cela va créer un conflit encore pire que celui que nous avons actuellement. Quant au bombardement et tout le reste, nous devons sortir, comme l'ont dit les autorités, nous devons tous sortir dans les rues pour défendre notre patrie. C'est un changement positif pour tous les Vénézuéliens car cela fait 28 ans que le gouvernement est au pouvoir et le moment est venu pour la transition dans ce pays. Nicolás Maduro va répondre d'accusations de trafic de drogue et de terrorisme. Le président vénézuélien était même mis à prix par les autorités américaines. Depuis plusieurs mois, les États-Unis avaient renforcé leur présence militaire à Porto Rico et déployé leur tout dernier porte-avions dans la région, le Gerald Ford. Donald Trump n'a eu de cesse de mettre la pression sur le régime autoritaire. Est-ce que l'objectif au Venezuela est de forcer Maduro à quitter le pouvoir ? Je pense que c'est probablement le cas. Je ne peux pas le dire. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Je pense que ce serait sage de sa part. Mais encore une fois, nous verrons bien. Et voici ce que disait Nicolás Maduro le même jour. Le président Trump, il s'en sortirait mieux dans le monde s'il s'occupait des affaires de son propre pays. Il s'en sortirait mieux dans son propre pays sur les questions économiques et sociales. Donald Trump reproche à Maduro d'être complice du trafic de drogue qui arrive aux États-Unis. C'est donc pour cela que l'armée américaine cible et détruit des bateaux de narcotrafiquants vénézuéliens. Un blocus maritime est aussi décrété. La marine des États-Unis arraisonne plusieurs pétroliers dans la zone et Donald Trump se félicite d'avoir mis la main sur du pétrole vénézuélien. On le vendra peut-être, on le gardera peut-être, on l'utilisera peut-être dans nos réserves stratégiques. On le garde, on garde aussi les navires. Le sous-sol du Venezuela abrite les réserves de pétrole les plus importantes au monde. 300 milliards de barils d'or noir qui attisent les convoitises. Dans un podcast il y a 2 jours, Nicolás Maduro se disait pourtant ouvert au dialogue avec les États-Unis. À cet instant même, Donald Trump a déjà donné l'ordre de venir le capturer. S'ils veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron. Quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Plusieurs pays de la région s'inquiètent, comme le Mexique, le Brésil ou la Colombie, et dénoncent une atteinte au droit international de la part de Donald Trump. Et on va tout de suite retrouver Yoletti Bracho, chercheuse vénézuélienne et maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Bonsoir Yoletti. Il y a donc eu de fortes frappes, de fortes explosions cette nuit à Caracas. Caracas, la capitale du Venezuela, plongée dans le noir, dans l'obscurité. C'est ce qu'a raconté Donald Trump il y a quelques instants. Vous qui avez des proches sur place, que vous ont-ils raconté de cette nuit ? Bon, évidemment, la première réaction, c'est la sidération, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse des personnes qui étaient dehors, puisque en fait c'est une soirée de week-end, on va dire ça comme ça, qui ont dû rentrer en écoutant les frappes et en entendant du coup les avions qui survolaient le ciel de Caracas. Voilà, c'était un véritable moment d'angoisse qui suit encore un moment d'extrême incertitude où en fait on connaît déjà certaines orientations de ce qui est en train de se passer. Donald Trump vient de dire nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions assurer une transition sûre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le fait d'assumer depuis les États-Unis d'une part de frapper un pays, du coup faire un changement de pouvoir, de proposer de le diriger jusqu'à une transition qui conviendrait aux intérêts d'un deuxième pays. C'est un moment extrêmement grave en fait. Les Vénézuéliens ont rejeté le gouvernement autoritaire de Maduro l'année dernière lors des élections présidentielles dont les résultats n'ont pas été respectés par ce gouvernement autoritaire. Toutefois, ceci n'en viennent pas dire en fait, la victoire de l'opposition traditionnelle vénézuélienne n'était pas forcément un mandat de soutien pour une intervention militaire dans le pays. Donald Trump qui dit aussi être prêt à une seconde rafale de frappe, si nécessaire, à Caracas ou même dans le pays. Quand il dit qu'il va prendre le contrôle du Venezuela, ça vous inquiète plus, vous, Vénézuéliens, que la présidence de Maduro ?
Je ne pense pas qu'on doive poser la question en termes de qu'est-ce qui nous inquiète plus. Ce qui est clair, en fait, c'est que les Vénézuéliens, nous avons donné une réponse claire à la situation qui est la nôtre lors des élections présidentielles l'année dernière. Il y a eu des fortes mobilisations qui ont été effectivement réprimées, mais concrètement, on ne peut pas prétendre que la seule issue de cette situation est nécessairement le fait de soutenir une intervention militaire états-unienne qui, par ailleurs, en fait, conditionne l'avenir du Venezuela aux intérêts états-uniens. Et Trump vient de dire aussi un pouvoir, on ne peut pas laisser à nouveau s'installer au Venezuela un pouvoir qui serait contre les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les États-Unis, en fait, de Trump viennent depuis déjà des mois à faire des formes de chantage, en fait, dans la politique, non pas seulement du Venezuela, mais de l'Amérique latine, à menacer l'économie argentine si les votes, en fait, de mi-mandat en Argentine ne bénéficiaient pas à Milei, à menacer le Brésil des taxes si, en fait, la condamnation de Jair Bolsonaro s'est confirmée. En fait, concrètement, cette idée que ce sont les États-Unis et les intérêts états-uniens qui vont conditionner l'avenir politique et économique de l'Amérique latine pose des fortes questions, y compris aussi pour l'avenir démocratique des populations et actuellement pour les Vénézuéliens et les Vénézuéliens. Violetti, je vous pose une question, je vous transmets la question d'Anna depuis Paris qui pose cette question. Donc, quelle est la vraie raison de cette intervention américaine, selon vous ? En fait, vous venez de le dire. En fait, effectivement, le Venezuela est un pays avec des très larges, voire les plus grandes réserves pétrolières en fait de monde. Mais c'est pas seulement en fait cet enjeu-là, c'est que concrètement, les États-Unis viennent d'affirmer depuis récemment le fait de leur volonté de vouloir reprendre en fait une place centrale dans la politique et dans l'économie de l'Amérique latine, notamment aussi en réponse à ce qui a été en fait la place de plus en plus importante prise par la Chine dans ce contexte-là. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de comprendre en fait que la région latino-américaine peut être menacée, y compris d'actions militaires, si elle n'obéit pas aux intérêts états-uniens. Et à nouveau, je viens être clair, le gouvernement autoritaire de Maduro a été rejeté par les Vénézuéliens. Il ne s'agit absolument pas de le défendre. Il s'agit de dire que l'avenir de nos pays et de nos peuples, en fait, ce n'est pas aux États-Unis de le décider non plus. Merci beaucoup Violetti, vous restez avec nous. Je suis sûre que nombre de téléspectateurs auront encore beaucoup de questions à vous poser. Anthony ? Je voulais juste vous partager une plaisanterie qu'on a l'habitude de dire en Amérique latine à propos de l'Amérique du Sud, qu'on dit si loin de Dieu et si près des États-Unis pour décrire son malheur, son malheur géopolitique. C'est vraiment ça, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Et ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que ce qui est fascinant, c'est que le Venezuela a un président légitime, élu il y a un an. Un vieux monsieur qui marche mal, qui a 80 ans, qui n'a aucune expérience politique, mais qui ferait un pape de transition parfait. C'est monsieur Edmundo González Urrutia, qui a été élu, qu'on a vu, qui est aujourd'hui réfugié à Madrid. D'ailleurs, l'Espagne, on pourra en parler, a beaucoup de clés en main, mais qui, demain, ou dans 3 jours, pourrait retourner au pays et être absolument investi, puisque lui, pour le coup, a vraiment été élu par 70% des Vénézuéliens. Donc, des solutions qui ne passent pas par l'occupation américaine, par la mise en sous-tutelle du Venezuela, il y en a. La question, c'est les militaires. On voit la difficulté, juste en posant effectivement la question à Violetti, que la décision américaine d'enlever le président vénézuélien n'était pas la meilleure des solutions, parce que même si Maduro n'était pas un président légitime, le fait que les Américains prennent le pouvoir au Venezuela, ça pose aussi problème. On vient d'apprendre aussi que les compagnies pétrolières américaines vont s'installer au Venezuela. Là, on comprend le véritable objectif de Donald Trump. Elles y sont déjà. Non, il y a Chevron. Les autres maintenant vont pouvoir y aller. Vont pleinement pouvoir s'installer. C'est un des buts. Quand on parlait de la Chine, il ne faut pas oublier que l'obsession de Trump pour le canal de Panama au tout début de son mandat, c'est aussi parce qu'il y avait une présence chinoise de plus en plus affirmée et que c'était ça le problème pour Trump. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Groenland, il y a de plus en plus d'investissements chinois dans les infrastructures. Donc il y a également une sorte de nouvelle guerre froide contre la Chine qui est sur ces différents théâtres. Et en fait, on ne la voit pas vraiment parce que la Chine investit de manière un peu transparente. Ça ne fait pas de vagues. Et voilà, il y a pas une seule balle magique. Ce n'est pas que le pétrole. Le pétrole joue un grand rôle, mais il n'y a pas que ça.
Attendez, il faut bien comprendre aussi que les Américains n'ont jamais été absents du Venezuela. C'est eux qui ont construit l'industrie pétrolière vénézuélienne. C'est eux qui l'ont bâtie, c'est eux qui l'ont entretenu, c'est eux qui l'ont. Ils s'en sont fait expulser par Chavez. C'est même eux qui ont donné ces lettres de noblesse à la grande entreprise nationale vénézuélienne qui est PDVSA, l'entreprise nationale de pétrole vénézuélienne. Donc en fait, ils reprennent d'une certaine manière, le fleuve revient dans son lit. Ils reprennent ce qui n'ont pas été à eux, mais qui a toujours été, d'une certaine manière, leur chasse gardée. Le pétrole vénézuélien, c'est une création américaine. C'est une co-création américano-vénézuélienne. Sur le principe là, des réactions internationales, parce qu'on les a évidemment scrutées toute la journée, c'est intéressant de les regarder une à une. Gustavo Petro, qui est le président de la Colombie, parle d'agression contre la souveraineté du Venezuela. Le président cubain parle carrément de terrorisme d'État contre le courageux peuple vénézuélien. On le dit, ce sont les alliés de Maduro. La Russie, elle, fait part de sa préoccupation. Elle se dit alarmée et demande la libération immédiate de Maduro et de son épouse. En langage diplomatique, ça veut dire quoi, du point de vue russe? Que la Russie demande l'application du droit international, peut-être, ce qui ne serait pas la moindre des ironies de la chose. Bon, tout ça, c'est un peu du théâtre quand même. Il y a la plupart des chancelleries européennes qui ne savent pas trop, qui regardent leurs chaussures. Ils sont très timides, mais qui demandent le respect du droit international là aussi. Parce que ça ne mange pas de pain, en même temps personne ne va pleurer Maduro, donc on est un petit peu dans cette espèce de zone grise où on est obligé de dire quelque chose. On ne va pas dire c'est très bien Monsieur Trump, continuez, donc on est obligé de faire un petit peu semblant. Mais bon, en même temps... Là, vous avez la liste des leaders minimaux d'Amérique latine qui claquent des dents en ce moment. C'est-à-dire, je suis désolé... Ils ont peur d'être les suivants ? Évidemment. Surtout les Cubains qui ne vivaient que grâce aux subsides vénézuéliens et quelques milliers de tonnes de pétrole que tous les jours le Venezuela leur envoyait, qui d'ailleurs, dont les Cubains ne voyaient pas la couleur. Ça partait directement en Chine pour pouvoir être payé en dollars, évidemment. Puis vous avez aussi un autre régime qui était très allié du Venezuela et qui est aussi une dictature claque-murée, c'est la dictature nicaraguayenne qui lui aussi claque des dents, parce que c'est à peu près le Venezuela mais en petit. Donc, et puis par ailleurs pour le gouvernement de gauche de Gustavo Petro, lui c'est une autre affaire, parce que le gouvernement de M. Gustavo Petro a été élu tout à fait démocratiquement, qu'il va affronter des élections l'année prochaine, elles aussi tout à fait démocratiques. Il faut bien faire la différence en fait en Amérique latine entre ces pouvoirs dits de gauche qui sont en fait des dictatures militaires, qui se sont installés à la faveur d'élections mais qui n'ont jamais rendu le pouvoir. On a Cuba, Venezuela, Nicaragua et d'autres pays, démocraties, elles qui sont pour le coup tombées à gauche. Je pense au Mexique, je pense à la Colombie, je pense au Brésil, mais qui vont affronter des élections, qui ont été élues démocratiquement et qui n'ont d'ailleurs jamais trouvé sympathique, et encore moins la Colombie que le reste, le régime de Nicolas Maduro, qui a tout fait pour les déstabiliser. Il faut expliquer quand même ce qui se passe, quand même, cette vision qu'a Donald Trump du continent américain, parce que quand il intervient au Venezuela, c'est parce qu'il considère que ça fait partie aussi des affaires intérieures. Oui. Pour lui, le trafic de drogue, c'est un bon argument pour aller chez le voisin. Oui, on a deux choses. On a ce qu'il appelle le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Monroe disait aux Européens, dans les années 1814, bon, restez chez vous, la souveraineté, à la rigueur, nous, on s'occupera de protéger cette souveraineté. Et si vous essayez de reprendre pied sur les pays d'Amérique latine, c'est leur hémisphère, nous interviendrons. Et donc Trump a un petit peu retransposé pour réasseoir la puissance américaine sur le continent américain. Et je suis d'accord, pour contrer la Chine. La Chine est très présente, elle achète des matières premières, elle achète des terrains, elle achète des produits agricoles. Alors c'est peut-être pas trop visible, mais en masse, c'est très important. Les achats, les investissements directs chinois représentent quelque chose de très très important. Sinon, lorsque Trump a fait son opération, il a essayé de l'habiller comme une opération de police intérieure. C'est ça. Voilà, de façon à ne pas tomber sous le coup des attaques en disant non, mais on ne viole ni le droit interne qui nécessiterait une déclaration de guerre, etc., ni le droit international, qui de toute façon ne sera pas respecté parce qu'au Conseil de sécurité, il faut l'unanimité et qu'il y aura un veto de quelqu'un. Mais c'est une opération interne. D'ailleurs, vous savez, il n'y avait pas que les militaires, les forces spéciales, il y avait aussi les gens de la DEA, de la lutte contre la drogue. C'est-à-dire que c'est vraiment l'habillage
pour faire passer la pilule. Est-ce que cela va passer? On ne sait pas. Si je joue la naïve, je me dis effectivement, je suis à la tête d'un pays où je vois mon voisin qui laisse passer un paquet de cocaïne, et ben s'il n'est pas capable d'y faire face, et ben moi aussi, je vais m'en mêler et je vais. Oui. Sauf que c'est pas le Venezuela. Je vais couper le robinet. Sauf que c'est pas le Venezuela qui laisse passer la cocaïne, c'est la Colombie à côté. C'est la Colombie qui produit 2000 tonnes de cocaïne par an. C'est la Colombie qui fournit, qui à elle seule produit 70% de la cocaïne du pays. C'est qui l'évacue non pas par le Pacifique, par l'Atlantique, c'est-à-dire par le Venezuela, mais par le Pacifique, de l'autre côté. Pour aller en Europe. En plus, Trump, il veut mettre fin au trafic, non pas de la cocaïne, mais du fentanyl. Qui n'a rien à voir avec le Venezuela. Le fentanyl, c'est une affaire sino-américaine, c'est une affaire sino-mexicaine. Oui. Donc s'il veut vraiment s'attaquer à la drogue qui tue en ce moment 70 000 Américains par an, c'est le fentanyl auquel il faut qu'il s'intéresse. Et ça, c'est au Mexique et entre le Mexique et la Chine que ça se règle. Oui. Certainement pas au Venezuela, qui est au pire une route secondaire. Vous parlez du Mexique, mais il a aussi menacé le Mexique, hein, Donald Trump. Oui, non, alors... de frappe. Il a menacé de frappe. Et donc on voyait déjà se profiler ce type d'opération, mais... au Mexique, l'idée étant, parce que Trump est un petit peu un adepte du bras de fer, l'idée étant de dire au pouvoir mexicain, prenez les choses en main parce que sinon nous on va le faire et vous savez qu'on peut le faire. Là, le message est encore plus clair. Il y avait déjà eu du côté de Claudia Sheinbaum une prise en compte, il y avait eu une sorte de raidissement. Bon là, on peut imaginer qu'il va y avoir un petit peu plus encore d'esprit d'initiative, on va dire. Parce donc que... quand J.D. Vance, le vice-président, disait au début du mandat, il y a un nouveau shérif dans la place. C'était vrai. C'était totalement vrai. Je reviens sur cette réaction russe qui est alliée au Venezuela, à Nicolás Maduro. Interrogé sur cette réaction, écoutez ce qu'en dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Nous ne sommes pas inquiets d'une escalade avec la Russie concernant le Venezuela. Je veux dire par là que nous nous sommes toujours attendus à ce qu'ils apportent un soutien rhétorique au régime de Maduro. Je pense que la Russie a déjà fort à faire en Ukraine. Et s'ils nous regardent, eh bien Sergueï, joyeux Noël. Mais en fin de compte, je m'attendais à ce qu'ils disent ça. Sergueï, joyeux Noël. En fait, Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. Bon, en fait, il veut lui dire bonne fête. Là... on s'en fiche totalement des Russes. Là. Ah oui, totalement. Et puis en plus, c'est d'autant plus intéressant que je rappelle que c'est aussi une leçon de choses pour les Russes, parce qu'ils ont essayé de faire grosso modo la même chose en Ukraine. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire ce que les Américains ont réussi à faire au Venezuela et qui s'est très très mal passé en Ukraine. Et aujourd'hui, ils en sont à 4 ans de guerre. Donc c'est d'abord une manière de dire, vous voyez, prenez-en de la graine. Voilà comment on doit faire quand on est un pays sérieux. Premièrement. Deuxièmement, les Russes sont en train de perdre les uns après les autres leurs appuis dans le monde. Ils ont perdu la Syrie. Les voilà qui perdent le Venezuela, et peut-être bientôt, mais on en discutera un petit peu plus tard, Cuba. Donc ce pays qui se perd dans une guerre de 4 ans, qui est en train de durer plus longtemps que le temps que la Russie s'est battue contre les nazis, je parle en Ukraine, est aussi en train de perdre pied d'un point de vue international et d'un point de vue géostratégique. Mais quand même là, on voit un secrétaire d'État américain qui se moque ouvertement de la Russie. Comment peut réagir Poutine en face ? Ah bah ça va être la question des prochains jours. Et pour l'instant, il ne peut pas envoyer la troupe. Il est déjà un petit peu occupé en Ukraine, effectivement. Donc là, il a un petit dossier quand même en Ukraine. Là, il y a un pied de nez qui est en fait assez trumpien. C'est pas trop le style de Marco Rubio, mais on sent que Marco Rubio, d'une certaine manière... Marco Rubio, là, est ravi parce que Marco Rubio est cubain d'origine. Et le fait qu'il soit ministre des Affaires étrangères n'est pas innocent. Il a toujours poussé pour une action en Amérique latine. C'est lui qui a poussé en coulisses pour qu'il y ait cette opération spéciale. Je ne pense pas que Donald Trump se laisse pousser dans une direction ou dans une autre, mais il a certainement été une voix, depuis le début, il a été la voix de la lutte contre les dictatures latino-américaines, et particulièrement avec l'aide du Venezuela à Cuba, puisque ses parents sont des immigrés cubains, et que lui est sénateur de Floride et que complètement immergé dans ce milieu. Je dois faire un mea culpa, parce que j'ai dit pendant très longtemps, en me moquant de Marco Rubio, qui ne servait à rien, qu'il était là pour jouer des maracas. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Pour jouer des maracas et parler espagnol. C'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a dû expliquer à Donald Trump que qu'une victoire géopolitique pouvait se gagner là en 1, 2 et 3-0. C'est-à-dire qu'en faisant tomber le régime de Maduro, on ferait tomber à terme un régime qui est totalement à bout de souffle, qui est le régime cubain, et peut-être même le régime nicaraguayen. Pourquoi c'est réaction en domino. Réaction en domino. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aucun président américain depuis 60 ans n'est parvenu à faire tomber le régime cubain. Et que donc, si Donald Trump
finalement à peu de frais. Et avec ce que les Américains savent faire, c'est-à-dire étouffer une économie, mettre une armada, attendre le bon moment et aller chercher le dictateur là où il est, parvient à faire tomber et le Venezuela et Cuba dans la foulée. Je rappelle que Cuba est dans un état pitoyable en ce moment, tellement pitoyable qu'une pichenette suffirait pour faire tomber le régime. Et d'ailleurs, c'est ce dont monsieur le président cubain a très peur, on le voit dans ses déclarations. Eh bien, il serait ce président exceptionnel qui est arrivé à faire ce qu'aucun président avant lui, depuis Kennedy, n'est parvenu à faire. Je rappelle que la volonté de faire tomber le régime cubain parcourt l'histoire des États-Unis depuis 60 ans, depuis la baie des cochons qui a été une catastrophe, jusqu'aux différentes tentatives d'empoisonnement et d'intervention, la crise des missiles. Cuba est dans la psyché des États-Unis comme la plus grande catastrophe géopolitique qui soit arrivée aux États-Unis. Si Donald Trump parvient à le faire, et ça, c'était le rôle de Marco Rubio de lui prouver que c'était possible, ça deviendra un président tout à fait exceptionnel. Reste que le signal envoyé aux autres puissances, il est quand même catastrophique. Si je suis chinois ou si je suis russe, je me dis qu'il est possible, la Chine vis-à-vis de Taïwan ou la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, d'agir comme ça de manière unilatérale, d'aller chercher le dirigeant du pays convoité et de l'exfiltrer. Pensez à l'Iran aussi, qui doit se faire du souci en ce moment. Aussi. Mais ça a été, on a l'impression de revenir aussi à l'époque des changements de régime qu'on a connus sous George Bush le deuxième. C'était cette idée que les États-Unis pouvaient répandre la démocratie. Alors je ne suis pas sûre que ce soit la philosophie de Donald Trump. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit aussi la philosophie de son électorat. Parce que je ne pense pas qu'on l'ait élu pour changer de régime. Et ça me fait vraiment de la peine de dire d'être d'accord pour une fois avec Maduro quand il disait qu'il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe chez lui. Alors, venant de lui, c'est quand même... que Maduro donne des leçons de gestion d'un pays, c'est quand même assez riche. Mais enfin, bref, je pense qu'aux États-Unis, les gens sont quand même extrêmement perplexes devant cette opération, pour ce que disait Anne, parce que ça a court-circuité le droit déjà national, puisque le Congrès n'a pas été averti. D'ailleurs, on a bien vu, le premier à réagir, ça a été un sénateur républicain qui a dit non mais attendez, moi on m'a rien dit, il était au fin fond de l'Utah, il se réveille au milieu de la nuit avec le décalage horaire, il était même peut-être pas couché et il apprend qu'on bombarde Caracas. Mario Rubio l'a immédiatement recadré et après il a dit qu'il n'avait pas compris. Mais il y a quand même dans l'électorat de Donald Trump déjà cette inquiétude. On ne l'a pas élu pour ce qui s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau, mais il y a aussi une grosse inquiétude sur le droit, notamment pour les bateaux. Plus, parce que là c'est une opération des forces spéciales. Obama l'a fait avec Ben Laden, ça s'est fait couramment. Mais par exemple les attaques de bateaux civils, ça s'est très mal passé aux États-Unis parce qu'on s'est dit nos militaires peuvent être accusés de crimes de guerre. Donc je pense que, et évidemment du côté démocrate, il va y avoir, on a complètement court-circuité toute la démocratie américaine puisqu'il n'y avait pas ni d'avis ni d'aval, pas d'aval, mais même pas l'avis du Sénat. Et ça s'est passé un samedi soir d'ailleurs quand toute la Chambre, tout le Congrès venait de rentrer chez eux. Oui. Ça aussi, la date n'est pas innocente. Il n'y a pas, effectivement, c'est pas la première fois que les États-Unis capturent un dirigeant étranger. En 89, Bush père, lui, avait ordonné l'invasion du Panama pour capturer le général Noriega. Il avait... Ce mercredi 20 décembre, j'ai ordonné le déploiement des troupes américaines au Panama avec 4 objectifs. Préserver la vie des citoyens américains, restaurer la démocratie, protéger les traités sur le canal du Panama, amener le général Manuel Noriega devant la justice. Ces 4 objectifs ont été remplis. Anthony, vous l'avez dit en début d'émission, dans la même configuration, Noriega a été condamné par un tribunal de Floride à 40 ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux. Trafic de drogue, c'est effectivement, ça fait partie des chefs d'accusation contre Maduro. Mais la question que j'ai envie de vous poser en plus, là, c'est pourquoi la femme de Maduro, elle aussi, a été... enlevée par les Américains. Bonne question. Mais d'abord parce qu'elle c'est un peu c'est compliqué parce que c'est un couple au pouvoir. C'est pas seulement lui, c'est elle aussi. Elle, c'est une femme extrêmement brillante, qui est très discrète, dans un pays extrêmement machiste, mais enfin qui a été l'avocate de Chavez, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui en fait s'occupe de tout ce qui est l'administration civile. C'est un peu la première ministre, si vous voulez. Il y a une âme damnée pour le côté militaire. Il s'appelle Diosdado Cabello, et il y a Filia
Cecilia Flores, qui, elle, est l'épouse du président et qui s'occupe de tout ce qui est management de la clique au pouvoir et de tous ceux qui tiennent à la fois les prébendes. C'est ce qui justifie qu'elle ait été bien entendu, aussi en et de l'argent aussi. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que si vous voulez accuser la famille Maduro de narcotrafic, elle sait de quoi on parle. Parce qu'elle a eu, il y a une dizaine d'années de ça, 2 de ses neveux qui ont été chopés en Haïti en train de trafiquer de la drogue vers les États-Unis, et pas en dizaines de kilos, mais en centaines de kilos. Ils ont été arrêtés, transportés aux États-Unis, incarcérés, condamnés, et ils ont été libérés sous Biden parce que c'est ce que réclamait Cecilia Flores pour pouvoir continuer de discuter aux États-Unis avec les Américains de démocratisation, ce qu'évidemment le régime Maduro n'a jamais fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle sait parfaitement de quoi il retourne en matière de narcotrafic. Je ne dis pas qu'elle en est fait elle-même, mais elle est clairement intervenue auprès des autorités américaines pour faire libérer 2 de ses neveux qui avaient été pris dans les années 2010 en Haïti, les mains dans la poudre blanche. On parlait à l'instant des différentes réactions internationales et notamment des pays alliés au Venezuela, à Maduro, en particulier la Colombie. Et justement, Donald Trump vient de s'exprimer à propos du président colombien. Il a dit, je cite, « Le président colombien devrait faire gaffe à ses fesses ». Toujours la grande élégance. Hein. Toujours. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que plus aucun pays n'est tranquille. Anthony le disait. Tous sont inquiets, mais enfin, nous devrions tous être inquiets. C'est quand même pas une façon de gérer les relations internationales ou même de lutter contre la drogue que de menacer de la sorte. Et est-ce qu'il va effectivement profiter de ce qu'il a, tous ces navires de guerre sur place, pour s'en prendre à chaque pays l'un après l'autre? C'est quand même problématique. Loric. Après, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on voit que le droit international, les institutions internationales, tout ça, n'ont aucune efficacité. Par exemple, la Colombie continue à produire. La guerre contre la drogue qui date depuis Nixon n'a servi à rien d'une certaine manière, n'a jamais endigué. Et on dit le droit international, mais Maduro est toujours au pouvoir. Trump, lui, rejoint un club des grandes puissances qui, en fait, ont dépassé ce cadre et qui sont dans l'exercice de la puissance brute. Je peux, donc je fais. Et lui, il dit, pourquoi pas nous ? Parce que eux font, donc ils ont cette espèce d'aura de puissance, et nous, on est des petits, comme ça, on n'est pas respectés. Ça, c'est la grande obsession trumpienne. Le droit international est mort, de ce point de vue. D'une certaine manière, il est un peu caduc. Il sert surtout aux Européens. Et donc, Trump arrive et dit « je peux, donc je fais ». Là, Maduro, c'est l'illustration parfaite de ça. Il dit à l'homologue colombien « je te vois, je vois ce que tu fais, je vois ce qui se passe dans ton pays. Attention, je peux, donc je fais ». Et donc, il y a un certain nombre. Personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça la question quand même qui se pose. Parce que là, personne ne peut l'arrêter parce que, d'une certaine manière, c'est l'allié militaire, stratégique, renseignement et commerce. On ne peut pas dire on arrête les relations commerciales avec les États-Unis. On peut pas dire on arrête les relations parce qu'on en a besoin du renseignement américain. Il y a un certain nombre de choses. Oui, mais ça devient problématique parce qu'effectivement, quand on regarde les réactions européennes, on ne peut pas s'en passer. Elles sont embarrassées. Totalement. Elles sont embarrassées. Le pape combien de divisions c'est un peu cet esprit-là. C'est tant qu'on aura besoin de la défense américaine payée par le contribuable américain et que les pays européens qui sont toujours de grands donneurs de leçons, et ils ont raison souvent, mais enfin, tout de même, tant qu'on a besoin de la puissance d'un allié, on peut... Donc on se tait, là par exemple, Emmanuel Macron, à l'heure où on parle, il est 18h28, n'a toujours pas réagi. Le Premier ministre britannique a dit qu'il fallait qu'on lui explique la situation. Et Emmanuel Macron a commencé son premier quinquennat en expliquant, sa première intervention, c'était pour dire que Nicolas Maduro était un dictateur. Et puis depuis, il ne s'est plus rien passé. Donc là, au fond, il a raison, parce que peut-il dire? Rien du tout. Qu'il se batte sur l'Ukraine, sur d'autres dossiers, qu'il essaie d'exister pour sa fin de mandat. Mais là, ce qu'il y a de problématique, mais quelque part d'intéressant avec Trump, c'est qu'il a un mépris total. C'est même pas du mépris pour lui, le droit, qu'il soit interne ou international, n'existe pas. C'est de la faiblesse. Donc il ne se pose aucune question. Il considère que le droit, c'est de la faiblesse ? Oui, pour lui, c'est comme la régulation. Ce sont des entraves à son bon vouloir, à son désir de force. Moi, je pense au bouquin d'Empoli, c'est un petit peu ça.
mais quelque part, il va peut-être faire bouger les lignes. Et c'est ça qui est terriblement préoccupant, c'est-à-dire qu'il peut, peut-être pas sur le Venezuela, là je suis assez négative, mais sur d'autres dossiers, son comportement, la force brute, alors ce qu'il appelle peace through force, la paix via la force, quelque part, ça fait bouger les lignes parce que ça fait peur à certains des interlocuteurs. Non, mais attendez, reprenons. Plouf. On parle de régimes qui n'ont jamais respecté le droit international. Enfin, je rappelle qu'on a tout essayé avec le Venezuela. L'administration Biden est allée négocier avec le Venezuela, promettre de lever petit à petit les sanctions, a rendu les deux fameux neveux de Cilia Flores, qui étaient emprisonnés aux États-Unis pour trafic de drogue, a signé des accords avec Maduro qui promettait des élections libres et non faussées. On a tout essayé, il n'a rien compris, donc du coup c'est pas qu'il n'a rien compris, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne veut pas entendre parler de droit international ou de règles internationales, c'est bien le Venezuela qui par ailleurs a déstabilisé l'ensemble de l'Amérique latine. Je vais vous donner un exemple. Le Venezuela, c'est quand même ce pays, le régime Maduro, c'est ce régime qui a réussi à gouverner par le vide en expulsant 7 millions de ses compatriotes. 7 millions, un quart de la population, comme s'il y avait 15 millions de Français qui avaient dû fuir le pays sous la misère. Et quand vous suivez la trace de l'immigration de ces 7 millions de Vénézuéliens, vous avez aujourd'hui l'arc de tous les pays qui votent à droite en ce moment parce qu'ils ont été obligés de recevoir entre 1 et 3 millions de migrants, tous venus, une partie d'entre eux à pied, traversant les Andes à pied, pour échapper à ce régime qui les avait ruinés, qui a ruiné le pays le plus riche d'Amérique latine, celui qui, dans les années 70-80, recevait l'ensemble de ceux qui fuyaient les dictatures en Amérique latine. Non, mais d'accord, Anthony, mais il y a quand même cette question du droit international qui compte. C'est ce qui doit régir le monde pour pas que, justement, tout le monde fasse n'importe quoi, même si, effectivement, maintenant, c'est la loi du plus fort. J'ai envie de donner la parole tout de suite à Yoleti Brachot. Yoleti, vous avez écouté le débat là sur le plateau quand vous entendez que, voilà, au bout d'un moment, Donald Trump a dû agir parce que les discussions avec Maduro n'ont mené à rien. Il n'a pas voulu entendre. Plusieurs choses. Bien sûr, j'ai écouté le débat. Une première chose que j'aimerais bien rappeler, c'est que l'entreprise pétrolière vénézuélienne n'a pas été nationalisée. Les États-Unis n'ont pas été virés de Venezuela dans les années 2000. L'entreprise pétrolière vénézuélienne a été nationalisée dans les années 70 et depuis ses débuts, elle est construite avec les Vénézuéliens. Et j'en suis bien placée pour parler puisque grands-parents et parents ayant travaillé dans cette entreprise. Donc en fait, une première chose, c'est que non, ce n'est pas les États-Unis qui ont construit le pétrole au Venezuela. C'est une question de coopération et de coordination. Et en fait, c'est la souveraineté vénézuélienne qui est de gouverner cette richesse et ce pétrole. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, c'est que en effet, le départ des 8 millions, d'un tiers de la population vénézuélienne de pays a créé une pression dans la région, ça c'est certain. Toutefois, il ne faudra pas non plus qu'on vienne légitimer le discours qui a été celui d'instrumentaliser la question des migrants vénézuéliens en fait dans la région latino-américaine et par ailleurs aux États-Unis pour du coup justifier des politiques évidemment sécuritaires en fait des politiques antisociales etc. qui se répondent en fait finalement de partout dans le continent et qui ont pour beaucoup mobilisé justement le scarecrow en fait la figure qui fait peur en fait des migrants vénézuéliens pour la justifier. Et enfin moi mon inquiétude principale c'est que puisque, en fait, en plus de parler d'une inquiétude centrale sur ce qui se passe au Venezuela, je pense effectivement qu'on doit se poser des questions sur ce que ça signifie. En fait, moi, je suis vénézuélienne, mais je suis française aussi, et il faut qu'on se pose la question de ce que ça signifie pour la construction de pouvoir, en fait, pour le maintien de la démocratie, pour le maintien, en fait, de la paix et de la volonté des citoyens à échelle mondiale, en fait. Concrètement, c'est ce que vous disiez. Si Trump peut agir ainsi, en fait, qu'est-ce qui empêcherait Poutine de le faire de la même manière? En fait, qu'est-ce qui empêcherait la Chine de le faire de la même manière? Et donc, concrètement, oui, si le droit international, si on fait le constat de fait que le droit international devient caduc, en fait, on fait le constat aussi que on met en danger les démocraties au sein desquelles on vit et qui, par ailleurs, sont aussi très en danger depuis l'intérieur.
Je suis tout à fait d'accord, tout à fait, notamment sur son analyse avec les 8 millions, parce qu'il faut aussi comprendre que l'ensemble de la région a certes dû subir une vague d'immigration comme elle n'en a jamais connue dans son histoire. Il faut bien savoir que 8 millions de personnes qui partent en 5 ans, c'est énorme. Mais elle a aussi fait preuve d'une solidarité incroyable. Vous avez 3 millions de Vénézuéliens qui vivent en ce moment en Colombie. La Colombie n'a pas explosé, elle a même pu voter à gauche lors des dernières élections, elle a voté un président de gauche, et elle exprime une forme de solidarité, comme dans toute la région, qui à mon avis est assez remarquable. Que par ailleurs, c'est vrai, ça a déstabilisé les pays en question, c'est aussi indéniable. Mais je dois quand même souligner effectivement l'incroyable solidarité de cette région du monde qui n'a pas forcément une unité ni culturelle ni politique, mais qui est capable de, contrairement à d'autres parties du monde, d'accueillir, d'assumer comme ça un tel choc migratoire. Ulrich ? Sur cette question du droit international, pour moi, la question centrale, c'est l'effectivité de l'opération qui est en train de se passer. Parce que c'est en train de se passer. Il y a une première phase avec l'extradition de Maduro, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il sera il sera probablement condamné, mais ça, on ne sait pas, c'est encore un point d'interrogation. Ensuite, pour l'instant, le gouvernement reste en place. Le gouvernement ne s'est pas effondré, donc on ne sait pas du tout si tout ça ne va pas mener, en fait, à rien. C'est-à-dire qu'il y a Maduro qui va être à New York dans une prison, mais finalement le Venezuela va continuer à tourner bon an mal an. Est-ce que Trump va aller au-delà? Est-ce que Trump va essayer de faire tomber le régime, alors par la peur, par la pression, etc. Mais il y a un scénario où en fait il ne se passe rien de plus. Tout ça pour ça, et donc là par exemple, si on est le voisin colombien, on peut se dire bon bah finalement voilà, il a agi, mais il n'y a pas d'effectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable changement sonnant et trébuchant que l'on peut constater. Donc il y a une violation du droit international, certes, mais finalement, ça ne va pas jusqu'au bout. Il y a un autre scénario qui est en train de traverser un petit moment, qui est tout simplement la transition à l'espagnol. Qu'est-ce que c'est la transition à l'espagnol? C'est passer d'une dictature, le franquisme, à une démocratie, en passant par une amnistie. Et c'est probablement ce qui se passe en ce moment dans les chancelleries à droite à gauche, notamment du côté de l'Espagne, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la bolibourgeoisie, c'est-à-dire ou le narcosocialisme, c'est-à-dire cette partie du régime qui s'est beaucoup enrichie pendant les 25 ans du règne de Chavez Maduro, qui a ses comptes bancaires à Miami et en Espagne, elle a des choses à négocier, des choses à perdre. Ce sont des militaires, ce sont des oligarques du régime, ce sont des bureaucrates. Et ceux-là, ils ont beaucoup à perdre. Et à ceux-là, on peut leur dire, écoutez, voilà, on va vous expliquer ce qui va se passer. Un vieux président va venir remplacer l'ancien. On va petit à petit commencer une transition démographique. On va vous amnistier. Vous allez pouvoir garder votre argent, mais vous ne mouvetez pas. Vous ne sortez pas de vos casernes, sinon vous recevez des missiles. Vous vous mettez en rang d'oignon derrière le nouveau président et derrière la transition démocratique qu'on vous propose. C'est parfaitement possible. C'est ce qui avait été négocié en Espagne. C'est-à-dire amnistie contre processus démocratique. Mais en Espagne, il n'y avait pas eu 20 000 personnes tuées par des escadrons de la mort. Il n'y avait pas eu des familles enlevées sous le nez des grands-parents. Il n'y avait pas eu... Il y a eu la guerre civile espagnole. Oui, mais ça, c'était la guerre civile. Mais après, le franquisme, c'était quand même autre chose. Je ne sais pas comment on pourrait faire admettre... Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste du Venezuela. Moi, je m'arrête au Rio Grande. Mais c'est quand même... ça me paraît logique. Lisant ce qui s'est passé au Venezuela, je pense que ça va être très difficile de faire admettre aux gens qui ont autant souffert qu'on efface tout, embrassons-nous, folle Il y a plusieurs pays qui sont passés par ce type de transition. L'Afrique du Sud, l'Espagne, d'autres pays... L'Europe de l'Est. Il faudra encore que les États-Unis acceptent un rôle. Et ce n'est pas du tout ce qui intéresse Trump. Donc je ne vois pas du tout utiliser les forces armées pour faciliter une transition vers la démocratie. Ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, c'est asseoir son autorité, être présent en Amérique latine, récupérer du pétrole, faire reculer un petit peu la Chine. Les prochaines semaines vont être passionnantes. Voilà, vont être passionnantes. On va voir ce qui va se passer effectivement au Venezuela, puisque Donald Trump a dit qu'il prenait le contrôle du pays. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle opération de Donald Trump au Venezuela questionne même dans son propre pays, vous l'avez dit. En premier lieu, les démocrates qui reprennent des forces grâce à leur nouveau champion, qui s'appelle Zoran Mamdani, officiellement investi maire de New York cette semaine. Le récit de Juliette Vallon et Benoît Thébault. Les frappes américaines au Venezuela ont déjà éclipsé l'homme politique de la semaine aux États-Unis, le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. Jeudi,
Journée d'investiture pour le démocrate de 34 ans. Socialiste et musulman. Beaucoup de gens nous observeront. Ils veulent savoir si la gauche est capable de gouverner. Zoran Mamdani, ou la figure anti-Trump incarnée. Sa campagne pour la mairie de New York, ce fils d'immigré l'a mené en promettant de lutter contre la vie chère grâce à un gel des loyers ou en rendant les bus gratuits. Mamdani ne cesse de cibler les positions du président. En ce moment d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons à la défense de ceux que nous aimons, que vous soyez un immigrant, un membre de la communauté trans, ou l'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées d'un emploi fédéral. Mamdani, traité de communiste par Donald Trump, a pourtant été invité à la Maison-Blanche. Opération rabibochage dans le bureau ovale fin novembre et compliments échangés. Nous avons eu des discussions sur certains sujets. Je ne vais pas vous les dévoiler ici, mais je suis très confiant sur le fait qu'il peut faire un excellent travail. J'ai apprécié la réunion avec le président, il l'a dit. Ce fut une réunion productive, centrée sur un lieu d'admiration et d'amour partagé, à savoir la ville de New York. Zoran Mamdani saura-t-il tenir tête à Donald Trump pour défendre son territoire, à l'image d'un autre démocrate, le très cash Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Lui semble avoir adopté la même stratégie que le président. Une communication agressive pour se faire entendre de son adversaire. En juin dernier, le milliardaire menaçait d'arrêter l'élu après les émeutes contre les arrestations de migrants à Los Angeles. C'est un dur à cuire, pourquoi il ne le fait pas? Il sait où trouver. Mais vous savez quoi? Fous la paix aux gamines de 4 ans qui essaient de s'instruire. Fous la paix aux pauvres qui essaient de vivre leur vie, mec. Viens me chercher, arrête-moi, finissons-en, dur à cuire. Autre passe d'armes entre les deux hommes lors des incendies meurtriers dans la Cité des Anges il y a un an. Le gouverneur Gavin Lordure devrait immédiatement se rendre en Californie du Nord et ouvrir la conduite d'eau principale pour alimenter son état aride, affamé et ravagé par les incendies. Assez d'excuses de la part de ce gouverneur incompétent. Des gens ont perdu la vie, des enfants ont perdu leurs écoles, des familles ont été complètement déchirées, des églises ont brûlé, et ce type veut politiser tout ça. Contre Donald Trump, une liste d'opposants politiques de longue date, qui pour certains ont même choisi de quitter les États-Unis. Joe, je voudrais avoir votre avis sur cet échange entre le président Donald Trump et l'acteur George Clooney. Ce qui aurait pu être une simple formalité administrative s'est transformé en un véritable fiasco politique. Colère de Donald Trump après la naturalisation de l'acteur George Clooney et de sa famille, devenu français cette semaine. Clooney a fait plus parler de lui pour ses prises de position politiques que pour ses quelques films, tous plus médiocres les uns que les autres. L'acteur, qui a mis sa notoriété au service du Parti démocrate, a répliqué quelques heures plus tard, en reprenant ironiquement le slogan fétiche du milliardaire. Je suis entièrement d'accord avec le président actuel. Nous devons rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous commencerons en novembre. Novembre prochain, date à laquelle se tiendront les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les opposants de Donald Trump espèrent renverser la vapeur. Près de 60% des Américains désapprouvent aujourd'hui sa politique. Et cette question de Dominique, les événements montrent que le président Trump n'a plus besoin du Congrès pour gouverner. Qu'en pensent les Américains ? Ah si, il a besoin du Congrès. Non, sur le papier, il a besoin du Congrès. Mais enfin, pour le moment, il s'est débrouillé. Il a fait voter son Big Beautiful Bill pour l'aspect financier. Et le reste, il gouverne par décret. Les décrets sont portés devant les juridictions de première instance. Mais enfin, pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose. Surtout que quand les juridictions disent non, vous ne pouvez pas faire ça, Monsieur le Président, lui saisit la Cour suprême directement. Et la Cour suprême dit oh bon, on ne sait pas très bien, on va le laisser limoger un tel, on va le laisser geler les fonds votés par le Congrès, nous verrons plus tard. Donc il contourne. C'est-à-dire qu'il il ignore le Congrès et pourquoi peut-il le faire? Parce que les républicains membres du Congrès ne réagissent pas. Ils ne sont pas attachés à protéger leurs prérogatives. Ils sont là, les tarifs, les droits de douane, ça relève de leurs compétences. Donc s'il votait une loi, il pourrait priver le président de ses compétences en matière de tariffs.
Et même chose tout à l'avenant. Simplement, jusqu'ici, les élus républicains ont très peur de M. Trump, donc ils n'osent pas élever la voix. Et c'est pour ça que là, on est à un moment charnière où le camp se fissure un tout petit peu. Et il y a au moins 2 ou 3 élus du côté de la Chambre, 2 ou 3 du côté des sénateurs, qui sont prêts à exprimer leur opposition et à proposer des textes qui pourraient être adoptés si suffisamment d'élus sont courageux. Mais nous n'en sommes pas là. Cet épisode vénézuélien, est-ce qu'il peut fissurer davantage le camp des Républicains? Non. Oui, d'abord, le président a quand même besoin du Congrès, parce que c'est le Congrès qui tient les cordons de la bourse. Bien sûr, oui. Pour l'instant, l'État américain, à l'heure où je vous parle, n'est pas financé. Oui. Donc, Donald Trump peut décider ceci ou cela, mais si l'argent n'arrive pas, il peut aller gratter les fonds à droite et à gauche, mais ça va s'épuiser. Donc, c'est quand même un rôle. Donc, pour revenir à votre question qui était... Est-ce que l'épisode vénézuélien peut conduire les Républicains à... ils ne sont pas contents. À retirer leur soutien. Alors, ça dépend. Voilà. Si vous prenez, ça dépend. Si vous prenez MAGA, donc, dont on parle toujours, qui représente 10-15%, je pense qu'ils vont être en admiration, comme tout le monde, devant de cette belle opération qui montre la force de Trump, la force de l'État américain. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le mandat qu'on lui a donné. C'est pas de mettre de l'ordre au Venezuela, c'est de mettre de l'ordre aux États-Unis et de s'occuper America First. Ça veut pas dire forcément America First sur tout le continent américain. Et il y a parmi les Américains modérés, il y a de grandes inquiétudes de voir les indépendants, parce qu'on parle toujours de MAGA. MAGA, ça fait 15%, les indépendants, ça fait 40% de l'électorat. Oui, et on en a besoin pour gagner une élection. Et ces gens-là sont très inquiets de voir qu'on contourne l'équilibre des pouvoirs, surtout une année où on va quand même célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, et tout le monde est renvoyé, parce qu'il y a beaucoup de films à la télévision, beaucoup d'histoires, sur la naissance de cette démocratie qui devait être un exemple pour le reste du monde. Alors en ce moment, c'est pas tellement ça. Et puis, on se demande aussi, vous savez qu'il y a des élections en novembre, on se demande quel congrès on va avoir. C'est pas seulement les démocrates ou les républicains, ce sera vraisemblablement les démocrates qui seront majoritaires, mais encore on n'en sait rien. Mais c'est quel démocrate et quel républicain? Parce que tout à l'heure, on parlait de Mamdani. Mais c'est pas le prophète du Parti démocrate, c'est une exception. C'est leur nouveau champion chez les démocrates. Non, pas des démocrates. Aussi, en tout cas, médiatiquement, on voit que lui. Médiatiquement, on voit Gavin Newsom aussi. Dans les rédactions. Oui, c'est autre chose. Dans la réalité, c'est différent. Totalement. Les démocrates ont une peur bleue de Mamdani, qui a été élu totalement par hasard, parce qu'il a eu en face de lui, dans les primaires, le maire de New York et l'ancien gouverneur, qui tous les deux étaient corrompus dans tous les domaines. Ils avaient touché de l'argent, ils avaient des histoires de tripotage sexuel. Enfin, vraiment, on ne pouvait pas avoir... Et les Républicains n'ont mis personne, parce qu'ils pensaient tellement qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Oui. Ils ont mis un type qui faisait la campagne avec son chat. Moi, j'aime beaucoup les chats, mais ce n'est pas forcément un instrument de campagne. Non, mais ça veut dire... Attendez, quand même, c'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que, vu d'Europe, Mamdani, le personnage qui cartonne à New York, qui est la nouvelle génération qui s'impose chez les démocrates, c'est pas si évident que ça. Il y a encore pas longtemps, alors il y a eu Obama, certes, mais il y a eu aussi beaucoup Nancy Pelosi. Alors Nancy Pelosi, c'est San Francisco. Oui. Alors c'est pas la nouvelle génération, certes, mais c'est vraiment la chouchoute des rédactions. C'est parce que c'est une démocrate de San Francisco. C'est vraiment l'exception. C'est pas du tout quelqu'un qui est présidentiable. Et de toute façon, pour gagner, il faut que les démocrates puissent être présents dans les fameux États violés, où le type de position défendue par Mamdani et dans une moindre mesure par le gouverneur de Californie pose problème. Le gouverneur de Californie, pour le moment, il fait une très bonne campagne. Il réussit à se moquer de Trump, etc. Il est télégénique, il a beaucoup de choses pour lui. Mais pour les républicains classiques, il est le diable. Le gouverneur de l'État de Californie, le plus à gauche, le plus dramatique, qui en plus a ruiné l'État, etc. Donc on ne veut pas ce type de candidat. États qui ne veulent pas lui ressembler. Voilà, c'est ça. Alors ça va être compliqué pour les démocrates. On en vient maintenant aux questions des téléspectateurs, il y en a beaucoup. Question de Pierre. La justice américaine a-t-elle le droit de juger Nicolás Maduro? Bien sûr, puisqu'elle est déjà inculpée. En plus, il y a une extraterritorialité. En matière juridique, je vous laisse le caractériser, mais je crois qu'en fait, la justice française, comme la justice belge, comme la justice américaine, peut juger n'importe quel crime commis n'importe où, à partir du moment où elle est saisie pour cela. C'est le droit d'extraterritorialité, ou il y a quelque chose d'un terme juridique. Disons que les champs de compétences de la juridiction du Southern District de New York, donc la juridiction fédérale, peut tout à fait juger Maduro. Est-ce qu'elle va conclure à la culpabilité? Nous ne savons pas. C'est une autre affaire.
Karine Danlaine, comment les Américains comptent-ils gérer le Venezuela à court et moyen terme? Ils n'en savent rien. On ne sait pas. On ne peut pas savoir, on peut pas. Non, mais on en est loin. Vous avez vu qu'il y avait deux scénarios qui se sont opposés, celui de il ne va rien se passer et celui il y a une transition à l'espagnol. Il y a bien d'autres scénarios qui peuvent se glisser. Moi, je suis très optimiste et très hispaniste. Vous êtes plus on va dire, modéré, plus pessimiste. Mais ça montre bien que tout est possible. Violetti qui nous écoute, Violetti Brachot, est-ce que vous avez une réponse à cette question-là? Juste le fait que Trump vient de dire que María Corina Machado n'a pas le soutien de Venezuela et que ce serait difficile pour elle de gouverner, alors qu'il vient de dire aussi que Delcy Rodríguez, qui est la vice-présidente en fait, et du coup soutient à l'époque de Maduro, que elle pour le coup elle serait en capacité de gouverner. Donc en fait on vient de voir avec ces mots-là que l'enjeu ce n'est absolument pas une question de soutien aux forces démocratiques au Venezuela. Oui, vous faisiez référence à la prix Nobel de la paix. Que pensent les Vénézuéliens de cette opération ? Ils ont peur. Pour l'instant, ils sont dans tout le pays où il y a eu des frappes uniquement contre les cibles militaires, je le précise quand même. Ils sont attentistes et ils ont peur. Certains étaient contents. Il y a eu un petit peu d'allégresse en se disant au moins on est débarrassé de Maduro, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. L'incertitude domine, grosso modo, et pour l'instant tout le monde est à la maison en train de faire des provisions pour les 10 jours qui viennent. Henri, dans le Maine-et-Loire, comment expliquer la réaction de la Russie à la capture de Nicolás Maduro ? C'est l'allié. Mais c'est un des rares alliés de la Russie, et donc... Russie qui demande la libération immédiate du couple Maduro. Mais ma grand-mère aussi demande la libération immédiate. Enfin, je veux dire, c'est bien l'état de l'inutilité de Vladimir Poutine dans cette région du monde. Et après, il fallait bien qu'il réagisse. Oui, et c'est un pays allié. La dernière fois qu'il a réagi à ce genre de choses, je rappelle que, c'était au moment de la chute de Bachar el-Assad, il n'a pas levé le petit doigt. Et il était beaucoup plus près. Mais je vous pose la question parce que... Mais vous avez raison de la poser. Emmanuel Macron, 18h50, n'a toujours pas réagi. Non, je vous avais raison de la poser. Et d'ailleurs, on a bien vu à quel point ça faisait bien rigoler Marco Rubio que la Russie réagisse. Et maintenant, que pourra-t-on reprocher à la Chine en cas d'intervention à Taïwan ? Effectivement, c'est une des grandes questions qui se posent. C'est la contagion du mauvais exemple. C'est le règne des empires et les empires. Mais enfin, Taïwan n'est quand même pas le régime de Taïwan n'est quand même pas comparable à celui du Venezuela. Voilà, s'il n'y a pas à Taïwan, je crois que c'est une présidente qui a perdu l'élection. C'est quand même différent. Parce que là, dire que c'est un point de vue parce que là, nous parlons d'occidentaux. Nous parlons d'un président qui aurait dû partir le 10 janvier dernier. C'est-à-dire ne pas renouveler son mandat et accepter d'avoir perdu les élections. On va rester attentifs les prochains jours pour voir ce qui va se passer. Il va se passer plein de choses. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir aidé à tout comprendre. Dans un instant, c'est à vous avec Mohamed Bouafsi. Bonjour Salia, rendez-vous dans un instant pour le meilleur de C'est à vous. C'était une prise de parole attendue après avoir déclaré que face aux menaces de la Russie, il fallait accepter de perdre nos enfants. Le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a choisi C'est à vous pour sa seule prise de parole. Et nous sommes partis à la rencontre des Français heureux, ceux que le photographe Yann Arthus Bertrand a rencontrés. Et un cocorico, la renaissance d'une marque que vous adorez, Duralex. Son patron est notre invité. C'est à vous, ça démarre dans un instant, ne bougez pas. Merci Mohamed, ça a été un plaisir de vous accompagner cette semaine. Caroline Roux revient lundi. Je vous dis à bientôt.